Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Niger, l'armée a repoussé une attaque contre Barwa, proche du Nigeria. La localité abrite des milliers d'habitants qui ont fui des attaques djihadistes. L'ancien président tchadien Hissène Habré sera enterré au Sénégal ce jeudi. C'est ce qu'a préféré la famille du dictateur emporté par le coronavirus alors qu'il purgeait une peine à perpétuité. Et puis ça a été très rapide. En Côte d'Ivoire, la jeune Guinéenne diagnostiquée positive au virus Ebola est guérie. C'est le ministère de la Santé qui a évoqué publiquement sa guérison de la maladie. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. L'armée du Niger a repoussé une attaque djihadiste contre Barwa. C'est une localité du sud proche, notamment du Nigeria. Des milliers d'habitants s'étaient réinstallés après avoir fui de précédentes attaques djihadistes. On voit tout cela dans cet élément. Il y a eu une attaque contre Barwa mardi soir et des pertes en vies humaines, même parmi les FDS, Forces de défense et de sécurité, a indiqué à l'AFP une source humanitaire à Difa, capitale régionale du Sud-Est, sans être en mesure de donner un bilan. Un ressortissant de Barwa a confirmé l'attaque, sans préciser lui non plus le bilan et les circonstances. Une attaque ennemie a été bien repoussée mardi soir et plusieurs terroristes ont été tués ainsi que 2 soldats tombés sur le champ d'honneur, a affirmé de son côté sur sa page Facebook Jeunesse Difa, un groupe connu pour ses publications régulières sur la situation sécuritaire dans le sud-est. C'est la première attaque qui a visé Barwa, localité riveraine du lac Tchad, depuis le retour le 20 juin de plus de ces 6 000 habitants qui avaient fui les atrocités des djihadistes en 2015. Selon les autorités locales, entre juin et juillet, 26 573 personnes ayant fui ces violences ont été reconduites dans 19 villages, dont Barwa. La sécurité avait été renforcée autour de ces villages, avait-elle affirmé. Avant leur rapatriement, ces déplacés avaient trouvé refuge dans des sites autour de villages plus sécurisés, des camps de l'ONU ou encore chez des proches à travers toute la région. La région de Difa, frontalière du Nigeria, abrite 300 000 réfugiés nigérians et déplacés internes chassés par les exactions des djihadistes du groupe nigérien Boko Haram et de sa branche dissidente du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, selon l'ONU. Le Niger doit également faire face à celle de groupes djihadistes sahéliens, dont l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, dans sa partie ouest. Fini la guerre autour du lieu d'inhumation de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Il sera inhumé ce jeudi même au Sénégal, à Dakar plus précisément. Il est décédé, c'était mardi dernier, à l'âge de 79 ans, emporté par le coronavirus, alors qu'il purgeait une peine à perpétuité pour crime contre l'humanité au Sénégal. Le gouvernement tchadien avait indiqué mardi qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement de la dépouille de Hissène Habré, mais qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. Nous n'avons rien demandé au gouvernement tchadien et un jour viendra où le président Habré sera entièrement réhabilité et tout ce qu'il a fait pour son pays sera reconnu, a déclaré une de ses épouses, Fatimé Raymond Habré, dans un communiqué signé d'un des avocats de l'ex-chef d'État, Maître François Serres, et transmis mardi soir. Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne avec dignité, respect, considération et avec tous les honneurs dus à son rang et à ce qu'il a été toute sa vie, ajoute-t-elle, en évoquant la volonté du disparu. En attendant, il reposera par conséquent en terre sénégalaise, une terre d'islam, dit-elle. Le jour et le lieu précis de son inhumation n'ont pas été communiqués. Les autorités sénégalaises n'ont pas réagi à cette décision
Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est décédé de la Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal, où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 par une juridiction africaine pour crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. L'ancien président camerounais Amadou Ahidjo, qui dirigea son pays de 1960 à 1982 de manière autoritaire, avant de partir en exil et d'être condamné à mort par contumace, a également été inhumé au Sénégal, à Dakar, à sa mort en 1989. Et puis, des victimes des massacres sous le règne d'Hissène Habré ont réagi après son décès. Écoutons ici leur réaction. En tant que victime, nous aurions souhaité que Hissène Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Mais dommage, il est parti très tôt. On aurait, au vu de sa condamnation à perpétuité, ça ne veut pas dire qu'il devrait partir si tôt. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, il est parti, et nous déplorons son décès. Mais la lutte continue. Donc j'étais très surpris. Je n'attendais pas que Hissène Habré doit être décédé avant notre indemnisation. Pendant que nous sommes en train de lutter pour l'indemnisation, voilà, il est parti. Donc je suis vraiment très ému et paix à son âme. La jeune Guinéenne diagnostiquée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire, où elle était donc arrivée le 11 août dernier, est guérie de sa maladie. C'est le ministère ivoirien de la Santé qui a porté public la nouvelle. 2 tests biologiques ont été réalisés sur la jeune Guinéenne diagnostiquée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire, qui sont négatifs en 48 heures d'intervalle. Elle est donc déclarée guérie, a affirmé Serge Eolier, porte-parole du ministère de la Santé et chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville à Abidjan, qui a accueilli la malade. Elle n'est plus un risque de contamination. Elle est encore très fatiguée et sera maintenue en hospitalisation, a-t-il ajouté. Il faudra attendre 42 jours à partir de ce mardi pour pouvoir dire si la Côte d'Ivoire est indemne d'Ebola, a-t-il souligné sans faire état de nouveaux cas. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont détecté le 14 août dernier un cas de fièvre hémorragique Ebola chez une jeune Guinéenne de 18 ans arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé, un trajet de plus de 1500 km qu'elle a fait par la route. 49 cas de personnes ayant été en contact avec la jeune Guinéenne ont été recensés par l'Organisation mondiale de la santé. Le pays qui a réceptionné 5000 doses de vaccins contre Ebola a démarré le 17 août une campagne de vaccination de groupes cibles, le personnel soignant qui a été en contact immédiatement avec la patiente et les forces de sécurité déployées à la frontière de la Guinée. La Côte d'Ivoire est le 3e pays sur le continent africain cette année à avoir été touché par le virus Ebola après la République démocratique du Congo et la Guinée. La rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et puis l'Algérie fait réagir des Marocains. Des citoyens marocains rencontrés à Rabat se disent déçus de cette décision d'Alger qui accuse notamment le royaume chérifien d'actes hostiles. Écoutons-les. Alors les relations diplomatiques coupées ou rompues avec l'Algérie, c'est vraiment un très très dommage parce que vu l'appel qui a été lancé par Sa Majesté il y a à l'occasion de la fête de trône, je crois que de l'autre côté, surtout les responsables politiques, المسؤولين على الحكم في الجزائر ما عندهمش الرغبه باش تكون علاقه متميزه مع المغرب مع كل اسف. C'est une mauvaise décision. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est comme rompre les relations avec le voisin de ta maison. Nous constituons tous une union du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, etc. sont tous pareils. Il n'y a pas de différence. C'est entre les gouvernements que ça se passe.
Les deux peuples, marocains et algériens, resteront toujours frères. Les tensions sont créées par les gouvernements et cela ne va pas impacter nos relations avec les deux frères, car ces tensions sont là depuis très longtemps entre les deux pays, que ce soit concernant les frontières ou autres. Le président philippin Rodrigo Duterte s'est déclaré candidat à la vice-présidence du pays. Ceci dit-il pour continuer sa croisade contre la drogue et puis les rebelles. Dans la course à la présidentielle de mai prochain, son parti devrait donc soutenir un autre candidat proche de longue date du président sortant. Dans une allocution préenregistrée, confirmant le communiqué diffusé plus tôt par son parti, le PDP-Laban, Rodrigo Duterte, le président philippin, a annoncé ce mardi soir sa candidature à la vice-présidence du pays. Élu à la tête de l'archipel en 2016, Duterte avait laissé entendre qu'il pourrait briguer un second mandat même si la Constitution l'interdit. Il a pris cette décision avec pour objectif de continuer sa croisade contre la drogue et les rebelles. Je pourrais ne pas avoir le pouvoir de donner la direction ou l'orientation, mais je pourrais toujours exprimer mon avis publiquement, a-t-il affirmé. En ce qui la concerne, l'opposition voit en cette décision un écran de fumée et une parade contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Depuis sa prise de pouvoir, Rodrigo Duterte a mené une campagne sanglante contre les consommateurs et les dealers de drogue qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes selon des ONG. La Cour pénale internationale a demandé en juin l'ouverture d'une enquête sur des milliers de meurtres commis dans le cadre de cette guerre, estimant que cela pourrait relever du crime contre l'humanité. Dans la course à la présidentielle de mai prochain, le PDP-Laban devrait soutenir le sénateur Christopher Lawrence Bongago, proche de longue date du sortant. Aux Philippines, le président et le vice-président sont élus séparément, le second remplaçant le premier en cas d'incapacité ou de démission. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.